Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour voir encore plus de mes chroniques, je vous invite à aller sur ma page Facebook ou Instagram qui se prénomme Les Capsules de l'Univers. Alors commençons pour cette semaine. On va parler de la sonde Juno de la NASA qui a capté des images à haute définition fascinantes de la Lune glacée de Jupiter Europa. La Lune jovienne, célèbre pour son océan global souterrain, est probablement plus active que nous l'avons réalisé. Quand la sonde spatiale Juno a performé sa plus proche approche de la Lune Europa en septembre 2022, elle a capturé des évidences non seulement d'eau sous forme de brume connectée à l'océan, sous la surface, mais aussi de cicatrices potentielles formées par des colonies d'eau vaporisées. Et elle a capté ces évidences sur caméra. La majorité des images de la mission Juno sont prises par un instrument appelé JunoCam, que les scientifiques ont révélé être capable de prendre 4 images à haute résolution de la surface d'Europa, alors que la sonde courait près de la Lune glacée à une altitude de seulement 355 km. La sonde spatiale a aussi utilisé une unité de référence stellaire, qui est notamment utilisée pour prendre des images d'étoiles peu lumineuses pour aider Juno à naviguer. À cette occasion, cependant, les capacités de l'unité de référence stellaire à prendre des images dans des conditions de faible lumière ont été adaptées pour prendre une image du côté sombre d'Europa. C'est le côté qui brille avec seulement de la lumière réfléchie des nuages de Jupiter. Qu'est-ce qu'une jeune Terre peut nous apprendre dans la recherche de la vie? La Terre est la seule planète que nous connaissons qui arbore la vie, alors il est tentant de l'utiliser comme standard dans la recherche de la vie ailleurs que sur Terre. Mais la Terre moderne ne peut pas servir comme base pour évaluer les exoplanètes et leur potentiel pour supporter la vie. L'atmosphère de la Terre a changé drastiquement depuis ses 4,5 milliards d'années d'existence. Un meilleur moyen est de déterminer quels biomarqueurs étaient présents dans l'atmosphère de la Terre à différentes étapes dans son évolution et de juger les autres planètes sur cette base. C'est ce qu'un groupe de chercheurs du Royaume-Uni et des États-Unis ont fait. Quand la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, son atmosphère était très différente de celle d'aujourd'hui. En ce temps, l'atmosphère et les océans étaient anoxiques, dénués d'oxygène. Il y a environ 2,4 milliards d'années, l'oxygène libre anoxique a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère durant l'événement de grande oxygénation, une des périodes cruciales dans l'histoire de la Terre. Mais l'oxygène provenait de la vie elle-même, ce qui veut dire que la vie était présente dans l'atmosphère de la Terre était très différente. Ce n'est pas le seul exemple de comment l'atmosphère terrestre a changé depuis les temps géologiques. Mais c'en est une instructive et cela montre pourquoi chercher la vie signifie plus que chercher une atmosphère comme celle de la Terre moderne. Si c'est la façon dont on conduit la recherche, nous risquerions de manquer des mondes où la photosynthèse n'est pas encore apparue. Dans leurs recherches, les auteurs ont souligné comment la Terre était l'hôte d'une population riche et en évolution de microbes sous des conditions atmosphériques différentes pour des milliards d'années. Pour la plus grande partie de son temps, la Terre a été habitée par une biosphère purement microbienne, avec une complexité qui a évolué au fil du temps. Un enregistrement riche de cette évolution géobiologique au fil des ères géologiques fournit des indices dans la capacité de détection de la vie microbienne sous une variété de conditions planétaires. De nouvelles évidences du fantôme du système solaire, la 9e planète. Des astronomes prédisent qu'il y a un large objet dans les confins du système solaire. Quoique cet objet, la planète 9, n'a pas encore été observé, son influence gravitationnelle a été vue sur d'autres objets de la ceinture de Kuiper. Les chercheurs ont publié leur observation de douzaines d'objets dans la ceinture de Kuiper, appuyant leur idée qu'un gros objet est là, déplaçant les orbites avec sa gravité. On devra probablement attendre le télescope Vera-Rubin, qui sera fonctionnel quelque part en 2025, pour trouver cet objet. Il y a trop de déchets dans l'espace. Des débris provenant de sondes spatiales menacent l'économie spatiale en plein essor. Nous avons besoin d'un accord global pour garder l'espace propre. L'espace ne devrait pas être un dépotoir. Néanmoins, on a traité le ciel comme une décharge à rebut pendant plus d'un demi-siècle et la quantité de déchets spatiaux en orbite autour de la Terre est montée en flèche dans les dernières années. Maintenant rempli de carcasses en décomposition de fusées et de satellites défunts, notre environnement orbital pollué devient de plus en plus bondé avec le temps, menaçant l'économie spatiale grandissante. C'est le temps pour les nations et les milliardaires qui marchandent l'espace de nettoyer l'orbite proche de la Terre. L'armée américaine suit plus de 25 000 morceaux de déchets spatiaux qui sont plus grands que 10 cm, pesant au total plus de 9 000 tonnes métriques. Ces déchets dangereux orbitent à une vitesse de 10 km par seconde.
Des collisions entre des objets d'échelle millimétrique qui sont trop petits pour les suivre et des satellites fonctionnels sont maintenant routinières et peuvent être désastreuses. Un exemple est un satellite de recherche de la NASA qui a presque percuté un satellite russe non fonctionnel. On a trouvé une nouvelle exoplanète de la taille de Vénus dans la zone habitable de son étoile. Des astronomes utilisent la mission TESS de la NASA ont découvert une planète rocheuse orbitant l'étoile naine rouge Gliese 12, qui est à seulement 40 années-lumière de la Terre. Leurs premiers estimés ont permis de calculer que l'exoplanète est légèrement plus grande que Vénus, mais plus petite que la Terre, recevant environ autant de radiation de son étoile que Vénus en reçoit du Soleil, ce qui la met dans la zone habitable de son étoile. La prochaine étape est de découvrir si la planète a une atmosphère ou pas. Est-ce que la vie multicellulaire sur Terre dépend des plaques tectoniques? L'univers est rempli d'exoplanètes, mais nous ne savons pas encore quelle fraction peut supporter la vie complexe. Plusieurs facteurs pourraient affecter l'habitabilité d'une planète, et un de ceux-là est le mouvement des plaques tectoniques. Dans un nouvel article, des chercheurs ont considéré l'histoire des plaques tectoniques sur Terre et ont essayé de faire coïncider les événements clés dans la géologie de notre planète avec l'évolution de la vie. On se demande si c'est une simple coïncidence que la version moderne des plaques tectoniques coïncide avec l'émergence de la vie multicellulaire. Après avoir tourbillonné autour d'un trou noir, la matière tombe directement dans le trou. Une prédiction de longue date à propos des trous noirs est qu'il devrait avoir une région plongeante, un point où la matière cesse de tourner autour du trou noir et tombe directement au centre. Les télescopes NuSTAR et NICER de la NASA ont récolté des données en examinant les disques d'accumulation autour des trous noirs. Alors que la matière atteint le trou noir, les particules ne peuvent plus suivre une orbite circulaire. À la place, elles plongent dans le trou noir à une vitesse près de celle de la lumière, comme une rivière tomberait dans une chute d'eau. Des tempêtes solaires dérangent probablement la migration des bêtes sauvages. Les tempêtes solaires qui engendrent des aurores affectent le champ magnétique terrestre et peuvent causer, pour les espèces migratrices, telles que plusieurs des oiseaux et des baleines, de se perdre. Au mois de mai 2024, la plus puissante des tempêtes solaires depuis 20 ans a engendré des aurores éblouissantes dans le ciel au-dessus des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Ces spectacles, aussi appelés les lumières du Nord, quand ils se produisent dans l'hémisphère nord, ont délecté l'auditoire. Mais ils ont eu un effet moins plaisant pour les organismes qui utilisent le champ magnétique pour s'orienter. La rotation du noyau externe au centre de la Terre crée un champ magnétique qui entoure notre planète et interagit avec le courant constant d'énergie provenant du Soleil. Quoique les humains ont besoin d'équipements spécifiques pour détecter le champ magnétique, plusieurs animaux, incluant les oiseaux, les abeilles et certaines baleines et les dauphins, peuvent détecter les lignes du champ et ils utilisent leur orientation pour naviguer. Ce GPS interne est très utile pour les animaux qui ne peuvent se référer à des indices visuels, tels que ceux qui voyagent la nuit ou qui vivent dans le fond obscur des océans. La force du champ magnétique terrestre varie dans la journée. Quand la Terre tourne, différentes parties de sa surface expérimentent un champ magnétique qui varie légèrement selon la partie qui fait face au Soleil. Au-delà de ces variations typiques, d'intenses tempêtes solaires peuvent causer des fluctuations dramatiques. Cela semble raisonnable de penser que cette inconsistance affecte la capacité des animaux à interpréter avec efficacité les indices du champ magnétique et certaines études ont suggéré que cela arrive. Des volcans sur la planète Vénus seraient actuellement en éruption. Des scientifiques ont trouvé des signes de coulée de lave fraîche sur Vénus dans de vieilles données de la sonde spatiale Magellan de la NASA. Des évidences continuent de s'assembler, montrant que Vénus est plus géologiquement active que l'on pensait. Des scientifiques planétaires épluchant des données vieilles de décennies de la sonde Magellan ont trouvé des signes de coulée de lave provenant de 2 volcans sur Vénus qui étaient en éruption dans les années 90. C'était quand la sonde Magellan était en orbite autour de ce monde d'enfer. C'est la seconde fois que les scientifiques ont identifié des évidences géologiques directes d'une activité volcanique sur Terre, suggérant que la planète pourrait être géologiquement active autant que la Terre, avec des volcans qui crachent de la lave sur sa surface. La Terre et Vénus ont sensiblement la même taille et ont reçu la même quantité d'eau il y a des milliards d'années. Pour cette raison, plusieurs scientifiques se demandent pourquoi Vénus est devenue un enfer d'une idée de vie, alors que notre planète abonde de vie. L'étude de l'activité volcanique sur Vénus, que les scientifiques suspectent de provenir d'une chaleur interne, pourrait offrir une vue sur l'évolution des 2 planètes.
Le Japon a perdu le contact avec Akatsuki, la seule sonde active sur la planète Vénus. L'agence spatiale japonaise a dit qu'elle avait perdu contact avec sa sonde spatiale Akatsuki sur Vénus. Akatsuki est la mission japonaise dédiée à l'étude du climat de Vénus et qui est actuellement la seule sonde spatiale active en orbite autour de la deuxième planète en partant du Soleil. La sonde spatiale de 300 millions de dollars lancée en 2010 et qui a eu un mauvais départ dans sa mission, manquant d'entrer en orbite autour de Vénus à cause d'une malfonction de son moteur principal. Cependant, l'équipe de la mission a réussi une seconde opportunité en 2015 après 5 années en orbite autour du Soleil. Entrant avec succès en orbite autour de Vénus, la sonde spatiale, aussi connue comme l'orbiteur du climat de Vénus, a réalisé de la science depuis ce temps, faisant des observations inattendues. Ses activités sont probablement à la fin. Même si Akatsuki ne peut être échappée, la mission a prouvé la capacité de résolution de problèmes des ingénieurs japonais et a augmenté notre compréhension du climat de Vénus et de la dynamique atmosphérique. Et même si la sonde Akatsuki est morte, la planète sœur de la Terre ne sera pas inobservée pour longtemps. Des questions cherchant pourquoi Vénus a un si fort effet de serre, faisant d'elle la planète la plus chaude du système solaire, et les lectures alléchantes de biomarqueurs potentiels dans son atmosphère expliquent pourquoi la planète reçoit un intérêt renouvelé. Qu'est-ce que la mortelle planète Vénus peut nous dire à propos de la vie sur d'autres mondes? Même si Vénus et la Terre ont à peu près la même taille, masse et chimie, les deux mondes sont dramatiquement différents. Même si Vénus et la Terre sont appelées des planètes sœurs, elles sont aussi différentes que le paradis et l'enfer. La Terre est un paradis naturel où la vie a persévéré sous des ciels azur en dépit des extinctions de masse. De l'autre côté, Vénus est une planète d'enfer avec des nuages d'acide sulfurique et une pression atmosphérique assez forte pour écraser un être humain. La surface d'enfer de Vénus est assez chaude pour faire fondre le plomb, avec 93 fois la pression atmosphérique de surface de la Terre. Avoir une planète similaire à la Terre, quoique très différente, est une opportunité fantastique pour en apprendre sur les exoplanètes. Le système solaire a 3 planètes, incluant Mars, qui sont des exemples de mondes dans les zones habitables d'une étoile et qui pourtant n'ont pas toute la vie. Le télescope spatial James Webb a identifié la galaxie la plus lointaine jamais vue. La plus distante galaxie, JADES GS-Z14-0, est un record galactique massif et lumineux qui a existé seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Le télescope James Webb a découvert non seulement une, mais 2 des plus anciennes et distantes galaxies jamais vues, continuant de briser les records qu'il avait antérieurement mis. La galaxie la plus lointaine, JADES GS-Z14-0, est vue telle qu'elle était il y a 300 millions d'années après le Big Bang, existant 100 millions d'années plus tôt que la dernière galaxie qui maintenait le record. Cela signifie que la lumière que le James Webb a vue de cette galaxie primordiale a voyagé pendant 13,5 milliards d'années avant de nous atteindre. Le James Webb est adepte de voir ces galaxies primordiales grâce à la capacité de ses instruments à percevoir la lumière infrarouge, particulièrement son imager principal, la caméra de proche infrarouge NIRCam. La lumière quitte ces galaxies de l'aube cosmique avec un large éventail de longueurs d'onde, ce qui est similaire aux galaxies qui sont proches de la Voie lactée. C'est le voyage de milliards d'années qui a transformé la lumière en des longueurs d'onde à basse énergie et à longue longueur d'onde dans le spectre des infrarouges de l'éventail électromagnétique. Le matériel de l'espace est en expansion et quand la lumière le traverse, sa longueur d'onde en est étirée. Cela cause à la lumière de se transformer vers la portion rouge du spectre électromagnétique. Le réveil de Voyageur 1 offre une inspiration pour tout le monde sur Terre. L'instrumentation peut échouer, mais la plus distante sentinelle de l'humanité va continuer à explorer et à nous inspirer. La NASA a rétabli le contact avec la sonde spatiale Voyageur 1, la chose la plus distante construite par notre espèce qui voyage dans l'espace interstellaire bien au-delà de l'orbite de la planète naine Pluton. La sonde spatiale incroyablement durable avait cessé de transmettre des données en novembre 2023, mais les ingénieurs de la NASA ont réussi une brillante solution de contournement et elle envoie des données à nouveau. Maintenant, à 24 milliards de kilomètres de la Terre, Voyageur 1 est le plus lointain objet humain et continue de s'éloigner à une vitesse d'environ 60 800 km à l'heure. Lancée le 5 septembre 1977, la sonde de 1 tonne a voyagé dans le système solaire externe, en particulier vers les planètes géantes gazeuses Jupiter et Saturne et une lune de Saturne, Titan. La sonde jumelle Voyageur 2, lancée pendant la même année,
a suivi une trajectoire différente avec une mission légèrement différente d'explorer les planètes externes avant de se diriger à la limite du système solaire. Pour se rendre à Jupiter et Saturne, les deux sondes voyageurs ont dû traverser la ceinture d'astéroïdes qui est pleine de roches et de débris orbitant autour du Soleil. Elles ont dû survivre au rayonnement cosmique, à l'intense radiation venant de Jupiter et à d'autres périls dans l'espace. Mais les deux sondes ont accompli leur mission sans accroc. Les instruments de Voyageur 1 ont de la puissance jusqu'en 2025. Après cela, ils vont s'éteindre un à un. Mais il n'y a rien pour arrêter la sonde spatiale qui s'éloigne de nous dans le vaste vide de l'espace. La sonde Change 6 a lancé des échantillons provenant du côté sombre de la Lune en orbite lunaire. La mission chinoise de la Lune avance à grands pas, alors que les échantillons collectionnés débutent leur parcours historique de retour vers la Terre. L'atterrisseur Change 6 de la Chine a transmis à la Terre des images époustouflantes de la surface lunaire sur le côté obscur de la Lune. En complément, l'Administration nationale de l'espace de la Chine a publié de superbes images qui montrent les échantillons du côté sombre de la Lune que l'atterrisseur a collectionnés pendant 2 jours. Change 6 a atterri dans le bassin du cratère Apollo, inexploré à l'intérieur du large bassin du pôle sud Aitken, situé sur le côté obscur de la Lune. Les nouvelles images et le vidéo montrent que cette mission historique, qui représente seulement la seconde atterrissage doux sur l'hémisphère de la Lune, qui fait perpétuellement face contraire à la Terre, progresse à un rythme impressionnant. Les échantillons vont être accrochés en orbite par l'orbiteur de Change 6, qui est resté dans l'espace autour de la Lune après que la fusée soit partie de lui pour allunir, transportant l'atterrisseur sur la surface de la Lune. C'est un événement historique car c'est la première fois que des échantillons ont été puisés sur le côté sombre de la Lune et retournés sur notre planète pour être étudiés. Le Japon lance le premier satellite fabriqué en bois. Le Japon planifie de lancer le premier satellite tout en bois en septembre 2024. Le satellite expérimental, appelé l'Ignosat, a été développé par des chercheurs de l'Université de Kyoto et la compagnie japonaise Sumitomo Forestry. Il est prévu d'être lancé de la Station internationale spatiale en septembre 2024. Ensuite, il sera déployé en orbite. L'Ignosat est seulement un petit cube qui mesure 10 cm de diamètre et pèse 0,9 kg. Il a été fabriqué en utilisant une technique japonaise traditionnelle qui ne requiert pas de colle ni de vis et il est équipé de panneaux solaires externes. Un mois après son arrivée dans le laboratoire en orbite, le satellite sera déployé du module japonais Kibo. Les chercheurs vont étudier comment il se comporte dans l'environnement aride de l'espace, collectant des données sur l'expansion, la contraction et la dégradation du bois, de même que la performance de la température interne et la performance de l'équipement électronique. Si l'Ignosat se comporte bien, de nouvelles portes pourront s'ouvrir sur la réduction des impacts environnementaux lors de la réentrée des satellites. Les satellites traditionnels peuvent déposer des particules de métaux nocifs dans l'atmosphère lorsqu'ils retombent sur notre planète et brûlent dans l'air. Le télescope spatial Hubble est vieux. Voici le nouveau plan de la NASA pour le garder en vie jusqu'en 2035. Le télescope continue de montrer des signes de son âge avancé. Le mois dernier, l'Observatoire iconique est entré dans un mode de protection après avoir détecté des lectures d'anomalies provenant d'un gyroscope, un appareil qui aide les membres d'équipe de la mission à pointer Hubble vers ses cibles cosmiques. La NASA a récemment annoncé que le matériel se comportant mal est irréparable, laissant Hubble avec 2 gyroscopes fonctionnels sur les 6 originaux. Comme résultat, l'agence va utiliser le télescope avec un seul gyroscope, conservant l'autre gyroscope en santé comme réserve pour une utilisation ultérieure. Le mode à un gyroscope est aussi une option et la différence de performance entre 1 ou 2 gyroscopes est négligeable selon la NASA. Cela fait donc du sens de contrôler Hubble avec un seul gyroscope, gardant l'autre pour une utilisation future. Des centaines d'étoiles massives ont simplement disparu. Depuis les derniers 70 ans, des astronomes ont cartographié la disparition de centaines d'étoiles massives dans le ciel de la nuit. Ce type d'étoile devrait exploser en supernova, mais à la place, il disparaissait simplement. Des évidences suggèrent que ces étoiles implosent en des trous noirs. Un nouvel article a cartographié le comportement de l'étoile VFTS 243, une étoile de la séquence principale avec comme compagnon un trou noir qui a probablement souffert un effondrement complet. La planète naine Pluton a un océan d'eau liquide couvert par une coquille gelée de 40 à 80 km d'épaisseur.
Quand la sonde New Horizons de la NASA a volé près de Pluton, on a découvert un monde beaucoup plus actif que ce que les astronomes pensaient. Il y a des montagnes de glace, des glaciers d'azote et des évidences de volcans cryogéniques. Des chercheurs ont étudié les données d'archives de New Horizons et ont construit des modèles mathématiques qui expliquent des cracks et les renflements dans la glace couvrant le bassin Sputnik-Platina sur Pluton. Leurs calculs suggèrent qu'il y a un océan liquide à environ 40 à 80 km sous la glace qui couvre la planète naine. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller sur ma page Facebook et Instagram Les Capsules de l'Univers pour encore plus de belles chroniques. Bonne semaine!